Bonjour à tous et bienvenue. Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Côte d'Ivoire, provoquant des drames et des dégâts dans la capitale économique ivoirienne. On fait le point de la situation dans sa fait d'actualité. Alors que s'est-il passé exactement les jours précédents? Réponse avec Ahmed Traoré. Les pluies sur Abidjan depuis jeudi ont causé d'énormes dégâts. En plus des biens matériels, des pertes en vie humaine ont été enregistrées. Les sapeurs-pompiers ont revu le bilan à la hausse. Au samedi 15 juin, le bilan faisait état de 412 victimes, soit 386 mises en sécurité et 18 évacués dans des centres de santé. 3 autres décès ont été enregistrés, faisant passer le bilan à 8 morts. Les personnes décédées ont été emportées par les eaux ou ensevelies suite à des éboulements. Le district autonome d'Abidjan a fait des recommandations. Il est demandé aux Abidjanais de limiter les déplacements, sauf en cas d'extrême nécessité. Selon l'agence météorologique ivoirienne Sodexam, en seulement 24 heures, la commune de Yopougon a enregistré 214 mm de pluie, celle de Cocody 205 mm, soit un quart des précipitations attendues sur l'ensemble des mois de mai, juin et juillet en une seule journée. Le seuil normal défini est de 50 mm en 24 heures, précise la Sodexam. Une nouvelle saison des pluies meurtrières a frappé Abidjan, s'accompagnant de son lot de désolation et de consternation. Les personnes décédées ont été emportées par les eaux de pluie pour la plupart. Et en ce qui concerne les dégâts matériels, les secours ont noté des inondations de voies et d'habitations, des coupures sur le réseau routier, des éboulements de terre et l'effondrement d'un immeuble. Alors quel est le bilan de ces pluies diluviennes? À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours et comment éviter le pire? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Fanou Jean de Clarence, DGA de l'Office national de la protection civile, l'ONPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alioune Camara, conseiller technique en charge de la météorologie à la Sodexam. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour madame. Et monsieur Conan Aou, directeur de l'exploitation de l'ONAD. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, monsieur Camara, et le point météo. Lorsqu'on parle de saison des pluies en Côte d'Ivoire, à quoi correspond ce phénomène? Alors, avant de rentrer dans ces détails, je vais faire un petit bilan de la situation pluviométrique sur toute la Côte d'Ivoire depuis le mois de mars, avril et mai. Donc, souffrez un peu que je vous donne ce bilan-là. Après, on va rentrer dans les explications que vous demandez. Allez-y. Voilà. Alors, donc, vous savez, la Côte d'Ivoire a été... la zone de la Côte d'Ivoire a été subdivisée en 4 zones climatiques. Nous avons le nord, nous avons le centre, le sud intérieur et le littoral. Alors, au niveau du nord, pour la période que j'ai mentionnée tout à l'heure, mars, avril, mai, nous avons recueilli 161 mm de pluie. Et la normale indiquée est de 233 mm de pluie. Donc en deçà? En deçà. On a un déficit. D'accord. J'en arrive. Au centre, nous avons 330 mm de pluie. La normale indiquée est de 361. Au sud, nous avons 360 mm de pluie, la normale indiquée est de 443, toujours en deçà, 19% de moins. Au littoral, nous avons 426 et la normale indiquée est de 478. Pour clore, je viens avec la ville d'Abidjan, nous avons 444 mm qui ont été recueillis en cette période-là, les 3 mois, et la normale indiquée est de 527. Donc quand vous regardez, vous voyez que la situation pluviométrique, elle est déficitaire. Donc, il n'y a pas à s'alarmer. Donc, alors, c'est intéressant. Je vais rebondir sur ma précédente question. Quand je vous demandais le phénomène de pluie, ça veut dire que c'est quelque chose de prévisible, de régulier. C'est un phénomène auquel on s'attend chaque année, selon les zones, lesquelles, déjà, rappelez-nous, quand on est en saison de pluie, ça frappe quelle zone en particulier? Et il y en a combien par an, généralement? En général, la pluie frappe toute la Côte d'Ivoire. Mais les intensités diffèrent selon la nature des zones. D'accord. Les intensités maximales se trouvent au niveau de la zone du littoral. Et vous constatez aujourd'hui qu'à Abidjan, on a recueilli beaucoup de millimètres de pluie depuis la semaine dernière.
Notamment le jeudi, on a eu, je crois, dans l'intervention, 214 mm de pluie, Oui. qui a suscité beaucoup de désagréments. Alors donc, nous sommes en plein dans la période de pluie, le mois de juin, qui est le mois favorable même à beaucoup de pluviométrie. Donc, ce que vos chiffres nous révèlent, c'est qu'actuellement, nous sommes face à une saison des pluies classiques. Il n'y a pas de pluie exceptionnelle. Il n'y a pas à s'alarmer, c'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur la question. Allez-y. Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que la situation était déficitaire. Mais ce sont des choses qui ont été prévues. Au mois de décembre, la Sodexam a annoncé que compte tenu du fait du phénomène El Niño, il se pourrait, avec de fortes probabilités, qu'il y ait des hausses de température et des déficits pluviométriques. Et c'est ce que nous avons constaté. En période de mars-février, il y avait de fortes chaleurs. Aujourd'hui, nous rentrons dans la période de pluie et on constate quand même le déficit à travers ce que nous, on donne comme chiffre. Oui. Il faut faire remarquer également que nul n'a la mémoire météorologique. Tout ce qui s'est passé l'année dernière, nous oublions, même nous qui sommes les professionnels. Il faut qu'on se réfère aux chiffres. Et les chiffres nous indiquent qu'il n'y a pas à s'alarmer. Mais dans une saison, il y a des fluctuations. Quand on parle du mois de juin, on fait la moyenne. La moyenne, c'est à peu près 500 à 600 mm. Mais à l'intérieur du mois, il y a des fluctuations. Il peut y avoir des hausses. Donc, ça voudrait dire que les jours précédents, peut-être qu'il y a eu une fluctuation et donc une pluviométrie plus importante, oui, sous 24 ou 48 heures. Tout à fait. C'est ce que vous voulez nous préciser. Effectivement. Que dans la moyenne générale de ce premier trimestre ou semestre, oui, nous sommes même déficitaires, mais il y a eu des jours de pluie exceptionnels. Quoi de plus normal? Oui. D'accord, c'est bien de le préciser parce que ça va être une bataille de chiffres, voilà, avec toutes les entités. Donc, merci pour cet éclairage. Colonel Fallou, je viens vers vous pour le dernier bilan humain et matériel dont vous disposez. D'accord, merci, madame. Je voudrais, avant mon propos, adresser au nom de monsieur le directeur général de l'Office national de la protection civile nos sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres et prompt rétablissement à tous les blessés. Quant au bilan, pour le moment, il faut être prudent pour le bilan. Le groupement des sapeurs-pompiers, qui a été alerté depuis le jeudi aux environs de 16 heures pour des demandes de secours, a eu intervenu sur l'ensemble du district d'Abidjan. À Yopougon-Mikao, un mur s'est effondré. On a constaté 2 décès. Sur l'autoroute en direction de Yopougon, il y a un véhicule de transport en commun, Baka, qui s'est retrouvé dans un caniveau et on a constaté des décès. Donc pour le moment, les chiffres seront consolidés avec la Direction générale de l'Observatoire de la solidarité, avec les unités de médecine légale pour voir le genre de mort. Voilà, le groupement des sapeurs-pompiers a retrouvé des corps en lagune, dans des caniveaux. Voilà. Est-ce que c'est lié forcément à l'inondation? Ah, mais ça serait lié à quoi alors? On aurait des cadavres qui... On veut être prudent. Ah, oui. On veut être prudent sur les chiffres. Oui. Mais il y a des décès. Voilà. En temps opportun, un bilan... Mais le bilan provisoire peut-être dont vous disposez? Bon, pour le moment, dans les interventions du GSPM, le groupement a annoncé 5 décès. Voilà, 5 décès et des corps retrouvés, voilà, au fur et à mesure. Et les blessés, on peut les chiffrer? On a 18 blessés qui ont été évacués vers les centres hospitaliers. D'accord. De nombreux dégâts matériels, des voies inondées, des pans de murs effondrés, des chaussées, un immeuble qui s'est effondré à Djamé et 8 immeubles qui ont été fissurés, où le groupement des sapeurs-pompiers militaires a mis en sécurité les locataires. Donc on a évacué certains immeubles par mesure de précaution. Pour éviter un accident. Mais vous le disiez, bon, encore la médecine légale va devoir intervenir, on comprend bien, mais ces décès sont généralement dus à quoi? C'est de la noyade? Il peut avoir de la noyade, ouais. Il peut avoir une électrocution. Ah oui. Quelqu'un qui marche dans la rue, il y a un fil électrique qui traîne sur la chaussée, on peut se faire électrocuter. Il y a des gens qui tombent dans des caniveaux qui sont emportés par les flots. Il y a des gens qui tombent dans des égouts
puisque avec l'eau qui monte, les couvercles de goût sur la chaussée s'enlèvent. Donc, en traversant la chaussée, vous pouvez tomber dans un égout. Alors, vous me permettez de faire justement le point, le lien avec notre troisième invité. Merci à vous de participer à cette émission. Et on va s'intéresser donc à cet assainissement, à ce drainage. Déjà, M. Konan, en tant qu'Office national de l'assainissement et du drainage, que faites-vous exactement? Que l'on comprenne. Pourquoi votre rôle est aussi déterminant? Merci, madame. Il faut dire que dans la répartition des activités au niveau du gouvernement, l'activité assainissement et drainage relève de façon institutionnelle du ministère en charge de l'assainissement, qui est aujourd'hui le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, qui définit la politique générale d'assainissement. Maintenant, pour la mise en œuvre sur le terrain, l'Office national de l'assainissement et du drainage est l'outil opérationnel de l'État pour mettre en œuvre la politique d'assainissement et de drainage. Alors, en quoi consiste cet assainissement et c'est ce drainage de la Côte d'Ivoire? Bon, pour prendre en compte seulement le volet drainage qui est concerné ici avec les pluies, la lutte contre les inondations, c'est-à-dire le volet drainage, l'intérêt, c'est de lutter contre les inondations et ce qu'on appelle les effets néfastes de la pluie. Donc, ça se décompose en deux grandes activités. D'abord, il faut réaliser les infrastructures et puis ensuite, il faut les entretenir, il faut les maintenir en bon état de fonctionnement. Alors, la réalisation des infrastructures, en général, c'est des choses qui se font graduellement et qui, c'est-à-dire quand c'est engagé, même pendant la saison des pluies, on ne peut pas... Mais justement, lorsque la saison des pluies approche, est-ce que vous prenez des dispositions particulières? J'en viens. J'ai dit qu'il y avait deux principales activités. Il fallait construire les infrastructures et ensuite il faut les entretenir. Donc, pendant la saison des pluies, sinon avant et pendant et après la saison des pluies, l'activité qui est en première ligne, c'est l'entretien des ouvrages qui existent. Et cet entretien-là, c'est une activité qu'on fait en permanence sur toute l'année. Mais avant la saison des pluies, on a une intensification de ces activités-là pour permettre de mettre un peu les ouvrages dans un état zéro pour leur permettre de gérer les quantités d'eau qui vont venir. Et cette opération, ces activités-là se poursuivent même pendant la saison des pluies, puisque après chaque pluie, il faut revisiter les ouvrages qui ont dû être éprouvés par une pluie passée. Donc, il faut les revisiter pour leur redonner leur capacité de fonctionnement optimale. Mais au vu en tout cas de ce bilan, même provisoire, il semble qu'il y ait des insuffisances concernant le drainage de la ville d'Abidjan. Parce que, on va revenir sur le point que disait le représentant de la Sodexam. Est-ce que l'eau qui provoque toutes ces inondations est due à la pluviométrie exceptionnelle? Il nous fait comprendre ces 48 heures peut-être, mais sinon, sur une moyenne générale, ce n'est pas le cas. Et puis, ou sinon, est-ce à cause d'un drainage insuffisant? Pourquoi Abidjan est inondé régulièrement? Alors, ce que je veux dire, c'est que pour qu'il y ait inondation, il y a une multitude de facteurs qui peuvent engendrer l'inondation. Un des facteurs peut être l'intensité de la pluie, comme c'est par ça que vous avez commencé. C'est vrai, tout à l'heure, le représentant de la Sodexam, il a donné une moyenne. Et au regard des moyennes, d'abord même ces moyennes-là, l'a dit, c'est de mars à mai, nous sommes en juin. Et donc, déjà, avec ces moyennes-là, il peut y avoir des pics journaliers. Et donc, je veux dire, ça ne dit pas le fait qu'ils disent que les trois derniers mois, on était en dessous des prévisions. Ça ne dit pas qu'on n'a pas eu des situations qui pouvaient créer des dégâts. Donc, je dis, le premier facteur, ça peut être l'intensité de la pluie. Donc ça dit que même quand on a réalisé les ouvrages qu'il faut, il y a des intensités de pluie pour lesquelles on admet qu'il y ait des débordements, pourvu qu'après la pluie, les ouvrages soient libérés. Ça, c'est un facteur. Le deuxième facteur, c'est comment on appelle, ce qu'on appelle généralement le désordre urbain. L'incivisme. Je cherchais le mot. C'est-à-dire qu'on a beau réaliser les ouvrages, si ces ouvrages-là n'ont pas la possibilité de fonctionner de façon optimale, ça va créer problème. Et le troisième facteur, c'est l'insuffisance des infrastructures.
C'est-à-dire que si on a créé un quartier et que les infrastructures qui doivent être réalisées pour gérer les eaux pluviales ne sont pas réalisées, la pluie entraînera forcément des dégâts. Donc on est bien d'accord que voilà, il y a des responsabilités partagées. Maintenant, laquelle est la plus déterminante dans ces dégâts? Ce sont l'insuffisance de matériel, c'est vraiment le comportement des populations. On veut comprendre où c'est cette pluviométrie exceptionnelle. Alors, tous ces facteurs que j'ai énumérés là, il faut dire qu'un seul facteur peut être suffisant pour créer une inondation, mais parfois, c'est une combinaison des facteurs. Et donc, aujourd'hui, dans la situation à Abidjan, on peut dire que tous les facteurs sont réunis, mais seulement pas aux mêmes endroits. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers où on a des inondations parce qu'il n'y a pas d'ouvrage. Il y a des quartiers où on a des inondations parce que les ouvrages existent et ils sont mal utilisés, c'est-à-dire on y rejette des ordures ou bien il y a des installations anarchiques sur les chemins d'écoulement des eaux. Et donc, c'est-à-dire les facteurs sont réunis maintenant par rapport aux chiffres que le représentant de la Sodexam a donné. C'est vrai, on était sur le premier trimestre, on était en décembre, mais en même temps, dans l'élément qui est passé tout à l'heure, ils ont dit que le seuil était de 50, mais il y a dans plusieurs communes d'Abidjan. Oui, mais ça sont les chiffres justement, qui ont été donnés par votre ministère lors de son tour des lieux. Mais attendez, on reste sur vous avec votre responsabilité directe. On va parler après aux populations et au comportement des uns et des autres. J'apprenais en faisant l'émission qu'il y a ce qu'on appelle les VRD, la voirie, réseau et divers, dont on dit que celui qui est primaire dépend de vous, donc l'État, et le secondaire des promoteurs et autres. Et plusieurs intervenants, des spécialistes, ça va des géomètres aux ingénieurs, aux bénettes, en fait, voilà, beaucoup d'entités interviennent, mais que pour pouvoir délivrer un ACD, et on a donc cet arrêté de construction définitive, on doit vous demander l'accord de l'ONAD. Donc, comment comprendre que des gens puissent construire, s'installer, vivre dans un lieu où il n'y a pas d'assainissement, où il n'y a pas d'équipement et qui va forcément avoir des conséquences fâcheuses? Bon, pour répondre, je voulais dire d'abord que directement, l'ONAD n'intervient pas directement dans les procédures de délivrance d'ACD et de permis de construire. Par contre, comme le ministère, je l'ai dit, le ministère en charge de l'assainissement a la responsabilité de l'assainissement, donc il y a une direction centrale au niveau du ministère qui intervient dans ces différentes entités-là. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que vous avez dit comment comprendre que les gens peuvent construire dans des endroits où il n'y a pas d'assainissement. Mais il faut dire que c'est tout ça qu'on met dans le vocable des ordres urbains. Normalement, sur le territoire urbain, pour ériger la moindre construction, il faut avoir le permis de construire. Même pour vous avez construit votre maison, même pour modifier, il vous faut un permis de construire. Mais la réalité du terrain, c'est que toutes les constructions qu'on voit à Abidjan, je n'ai pas de chiffres parce que ce n'est pas nous qui gérons ça, mais on sait, on voit qu'il y a beaucoup de constructions qui se font sans permis de construire. La preuve, c'est que même il y a des zones où on a des constructions sur des lotissements qui ne sont même pas encore approuvés. Donc, du coup, je veux dire... Donc, on aurait dû inviter le ministère de la Construction à prendre part à ce débat, visiblement. Peut-être. On reviendra dessus. Maintenant, toujours dans cette même veine, déjà, vous, la Sodexam, sous quel délai vous pouvez prévoir ou annoncer les pluies diluviennes? Vous savez, la prévision, il y en a plusieurs types. Nous avons la prévision saisonnière, nous avons la prévision de courte échéance, la prévision de très courte échéance et les prévisions immédiates. La prévision saisonnière va de 1 mois, 3 mois, voire 6 mois. La prévision à courte échéance, le délai tourne autour de 1 semaine. Avec les modèles que nous avons, les sorties de modèles, aujourd'hui, on arrive à faire des prévisions sur 1 semaine et qui sont fiables. La fiabilité dépasse les 60-70%. Plus l'échéance diminue, plus la fiabilité se renforce. Une prévision de 24 heures a une fiabilité de plus de 95%. Une prévision immédiate, c'est-à-dire de l'ordre de 1 heure de temps jusqu'à 6 heures, a une fiabilité qui avoisine pratiquement les 100%. Donc aujourd'hui, en termes de prévision, je pense que sur 1 semaine, on peut estimer la quantité de pluie qui va tomber. D'ailleurs, on le fait avec les bulletins de vigilance.
Voilà. C'est ce que vous avez adressé à tous les démembrements de l'État. Vous les prévenez. Vous travaillez de concert, c'est ce qu'on se demande. Effectivement, il y a un partenariat avec l'ONPC et toutes les structures. Donc nous, en amont, on fait la prévision. Et la question de la diffusion relève d'autres organes, mais passant par l'ONPC et qui sont sur le terrain. Mais dans tous les cas, nous, on assume pleinement notre rôle. Alors, et vous, justement, l'ONPC, en tant que génie civil, lorsque Sodexam annonce des pluies diluviennes ou exceptionnelles sous 24-48 heures, prenez des dispositions? Si oui, lesquelles? Oui. On va parler du schéma d'alerte précoce. Nous recevons des bulletins météo avec des vigilances, soit jaune, orange ou rouge. Et ça implique des réactions par anticipation avec un dispositif de prévention et d'intervention au niveau national, un dispositif au niveau départemental ou régional. Au niveau départemental ou régional qui est coordonné par les préfets. Et au niveau national, on a le cadre de gestion interministérielle de crise qui est coordonné par le ministre de l'Intérieur, qui va donner la stratégie et les grandes orientations. Et techniquement, l'ONPC, à travers ce CEGIC, va coordonner les activités, la sensibilisation sur le terrain et la réponse opérationnelle. Pour Abidjan, c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui intervient. Donc, les pompiers sont prépositionnés sur le terrain où le risque peut se manifester. Alors, mais c'est intéressant ce que vous dites. Quand on dit zone à risque, nous, on pense à la fois les zones susceptibles d'avoir une pluviométrie exceptionnelle, ou vous voyez les zones à risque parce que risque d'éboulement, parce que pas d'assainissement, en tout cas digne de ce nom. Il y a plusieurs zones. Quelle est la cartographie que vous faites? Voilà. Une zone à risque, c'est une zone où les eaux de pluie peuvent créer des dégâts. Il peut y avoir des remontées d'eau au niveau de la nappe phréatique. C'est le cas de Bassam. On peut avoir une submersion marine avec Grand Laou. Il peut avoir un fleuve qui sort de son lit à Beauville, le Guemont à Diokwe. Donc il y a plusieurs types d'inondations. Voilà. Les eaux qui vont provoquer des dégâts, des impacts sur des enjeux humains, des enjeux infrastructuraux. Voilà. Mais est-ce que ça se prévient? Même si vous avez l'information de Sodexam, qu'est-ce que vous allez faire? Venir au journal de 20 h pour dire à chacun de rester chez soi? Dès qu'on reçoit les bulletins météo à risque d'inondation, nos unités sont prépositionnées, prêts à intervenir, mettre en sécurité, faire des sauvetages. Ça veut dire quoi? Ils se mettent à côté des zones à risque, des longeurs. Donnez un exemple concret. Je vais prendre le cas de la commune de Cocody. Nous avons un point critique au niveau de Chic-Shop, 9 kilos. Oui, oui. À l'entrée de Bingerville. Donc, les sapeurs-pompiers sont dans la zone. Voilà, ils sont en alerte. Dès qu'il y a le risque d'inondation, ils vont aider les populations à traverser, à les mettre en sécurité. Mais cette zone, comment vous expliquez, là encore, je ne vais pas incriminer l'ONAD, mais comment vous expliquez que cette zone soit régulièrement touchée? Qu'est-ce qui explique que ce quartier est inondé quasi systématiquement? L'État a fait de gros investissements à la Riviera, Palmeraie, rue Ministre, oui, avec le redimensionnement des caniveaux. Mais il se trouve que les ordures ménagères provoquent la mauvaise circulation des eaux de pluie et les caniveaux vont se remplir et déborder. Il faut dire qu'aussi les propriétaires de maisons construisent à 100% sur leur parcelle, alors que le code de la construction de l'urbanisme dit sur une parcelle, c'est 60% de bâti et 40% d'espace vert, oui, tout simplement pour permettre l'infiltration des eaux de pluie. Mais qu'est-ce que vous remarquez aujourd'hui? On supprime les jardins, chacun agrandit sa maison. Donc ça va favoriser le ruissellement et qui crée d'énormes dégâts. Voilà. Donc le comportement des gens, on va leur rappeler leurs responsabilités, mais ça me rappelle aussi à quel point le ministère de la Construction aurait dû participer à ce débat. Vous nous parlez des populations, effectivement. Qu'est-ce que vous constatez? Quelles sont les mauvaises pratiques? C'est quoi? C'est jeter les ordures? Parce que quelque part, il y a une autre entité qui doit s'occuper de ces ordures. Ça s'appelle les mairies. Les gens payent des taxes. Donc un civisme peut-être, mais pourquoi là aussi une autre entité, un autre démembrement de l'État ne fait pas le nécessaire? Bon,
On ne peut pas parler à leur nom, mais vous comprenez ma question. Oui, je comprends la question, mais je veux dire, on ne peut pas dire qu'un autre démembrement de l'État ne fait pas ce qu'il faut. Parce qu'on se promène dans la ville quand même, hein, on voit que, je veux dire, il y a des structures qui sont chargées de ramasser les déchets dans la ville, qui font leur travail. Mais lorsque vous vous promenez dans la ville, vous voyez que les déchets, tout à l'heure, on en a parlé avant l'émission, oui. C'est-à-dire que vous êtes dans la circulation, vous voyez quelqu'un qui est dans une grosse voiture, il finit de boire sa bouteille de jus, il baisse la vitre, il jette par la fenêtre. Bon, ça, là, c'est pas parce que les entités étatiques ne font pas leur travail, c'est parce qu'on a besoin de quand même un peu d'autodiscipline. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on ne se discipline pas, je veux dire, tous les efforts faits par l'État ne peuvent pas porter les résultats escomptés. Donc, qu'est-ce que vous conseillez? Parce qu'à la seconde partie de l'émission, on va parler de prévention, etc. Mais là, qu'est-ce que vous conseillez concrètement? C'est-à-dire, quand on construit, on doit, comme il a dit, par prévention, laisser... de 40% d'espace vert. Voilà, d'espace vert. L'infiltration des eaux de pluie. Donc, c'est ça. Vous me dites qu'il y a certaines constructions qui sont sur le lit des eaux. C'est ça. C'est ça. Énumérez qu'est-ce qui ne va pas. Quels sont les dysfonctionnements que vous observez, vous, quand vous venez après pour, je veux dire, améliorer la situation? Dans un quartier, aujourd'hui, on a un cas concret au niveau de Djurgobité, où on a souvent beaucoup de requêtes, où c'est un quartier qui s'est développé très rapidement, où il y a beaucoup de grandes maisons qui ont été construites et tout ça, mais les infrastructures de drainage n'existent pas. Mais dans l'organisation même du quartier, il se trouve qu'il y a des endroits qui sont ce que l'on appelle dans notre jargon des cuvettes. Donc les cuvettes, ce sont des zones de convergence naturelle des eaux. C'est-à-dire quand il pleut, normalement les eaux doivent converger en ces lieux. Et la pratique correcte, c'est que ces lieux-là, on ne les occupe pas. Et ce sont ces lieux-là qui servent à réaliser les ouvrages de drainage pour gérer les eaux de ruissellement. Mais il se trouve que dans l'occupation, dans certaines zones, c'est-à-dire que ces espaces-là ont été occupés et bâtis. Donc fatalement, quand il pleut, il y a des inondations, puisque c'est un lieu de convergence naturelle des eaux de ruissellement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quelle solution vous recommandez? Prenons le cas des déguerpissements. C'est vrai qu'on s'en émeut tous à chaque fois, parce que ça draine aussi son lot de désolation et de difficultés pour certains. Mais vous pensez que des vies ont été épargnées suite au dernier déguerpissement, quand vous parlez de zone à risque? Oui, parce que où il y a un risque, la vie est en danger. Donc, la protection civile a pour stratégie réduire la vulnérabilité des populations et avoir une capacité de réponse quand les incidents surviennent. Donc, chaque fois qu'on va réduire le risque, on réduit la vulnérabilité ou bien on va réduire l'exposition au risque, voilà, pour éviter des accidents. Voilà, donc, ça contribue à réduire... Voilà. Mais ça veut dire que vous êtes déjà intervenu dans des zones où les gens n'ont pas ce qu'il dit respecté, c'est-à-dire qu'ils ont jeté leurs ordures n'importe comment, et puis c'est vous que vous devez venir les sauver quand même, alors qu'ils sont à l'origine de leur propre... C'est un sacerdoce, c'est comme le médecin. Il ne refuse pas de soigner un malade. Oui. Voilà. Lorsqu'on reçoit une demande de secours, nous prenons des dispositions pour mettre en sécurité, pour sauver des vies. Voilà. On est obligé d'intervenir parce que c'est notre mission régalienne, protéger les populations contre tous les sinistres. Alors, qu'est-ce que vous constatez finalement lors de vos interventions, quand vous arrivez sur place, ces derniers jours? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, pour les ouvrages de drainage, c'est les quantités de déchets solides qui obstruent ces ouvrages. Donc, l'État fait des investissements, mais par la faute des populations, ces ouvrages n'arrivent pas à jouer leur rôle. Dans le cadre du Centre interministériel de gestion de crise, nous avons un comité de lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes. Donc ce comité comprend l'ONAD, le ministère en charge de l'équipement et de l'entretien routier, les mairies, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, les bénévoles de premier secours. Nous faisons des visites terrain pour constater qu'est-ce qui provoque les inondations et mettre aussi à jour les zones à risque. Voilà, la liste des zones à risque. Donc, lorsque nous avons, pendant la visite, nous faisons des constats, si c'est un problème d'assainissement ou de drainage, la question est adressée aux représentants de l'ONAD. S'il s'agit
d'une canalisation qui doit être faite par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, la question est adressée. Donc, vous voulez dire, à chaque saison des pluies, vous faites un bilan? Avant la saison des pluies. En fait, c'est une trilogie. Des actions de prévention avant les inondations, l'intervention, la surveillance pendant l'inondation et la gestion post-inondation pour réhabiliter les infrastructures qui ont été endommagées. Mais vous parlez des populations et donc, on a compris les déchets et autres qui donc remplissent nos caniveaux. Mais il y a aussi ces constructions qui s'affaissent, des routes qui s'affaissent. Voilà, vous êtes conscient quand même de toutes les conséquences dramatiques. Et on a le sentiment que votre institution est un peu le parent pauvre de votre secteur. Quel est le problème? Vous avez un manque de moyens? C'est quoi le problème? Vous n'avez pas suffisamment de moyens pour à la fois renouveler, surveiller, améliorer le matériel l'existant? Bon, ce que je peux dire, c'est que l'État est la maman de tout le monde. Donc, c'est-à-dire les ressources dont il dispose, il est obligé de les répartir dans les différents secteurs de la vie. Et donc, dans cette répartition-là, c'est vrai, aujourd'hui, je veux dire, les ressources de l'État ne sont pas illimitées. Donc, dans la répartition, nous, on ne fait que ce qu'on peut faire avec ce qui nous est alloué. Et étant entendu que les besoins sont colossaux, malgré les efforts que fait l'État, on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait. Sinon, il y a des choses qui sont faites sur le terrain. Parce que, je veux dire, il y a des endroits où, quand même, on peut noter des choses qui ont changé. Quand on prend au niveau de la rue Ministre, il y a 3 à 4 ans en arrière, quand il pleuvait au niveau de la rue Ministre, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a parlé du carrefour 9 kilos, où souvent il y a des débordements, mais l'inondation du quartier rue Ministre en tant que telle, depuis un moment, est devenue un peu une histoire. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a toujours des inondations à ce niveau-là, parce que les infrastructures qui sont prévues ne sont pas toutes réalisées. Parce qu'on on devrait réaliser des ouvrages qu'on appelle les barrages de cratères de crues. Leur rôle, c'est, pendant les grosses pluies, de retenir les eaux et de les faire passer par débit contrôlé pour éviter que ça fasse des dégâts. On avait, en amont de la Palmeraie, il en était prévu, en amont de la rue Ministre, au moins 4. On en a réalisé 1. Les autres ne sont pas réalisés. Mais il y a certains on en a réalisé un. Il y a un deuxième qu'on avait voulu réaliser, mais on n'a pas pu parce que les espaces qui devaient être dédiés à la réalisation de ces ouvrages-là ont été occupés, bâtis et tout ça. Et donc, il y a une illégalement ou... Non, pas illégalement. D'accord. Voilà, il y a une étude qui a été faite pour évaluer les dédommagements. Il se trouve que les coûts étaient vraiment inaccessibles. Donc, on a dû abandonner ce projet. Mais comme il y a des nouvelles technologies, notre ministère des tutelles, donc le ministère en charge de l'assainissement, est en train de rechercher des solutions avec... Mais l'État ne peut pas se prévaloir de différents textes d'utilité publique pour... Oui, je ne dirais pas déguerpir les gens, mais en tout cas leur faire comprendre qu'il y va de la... Oui, bien sûr, mais l'État aussi, c'est un État des droits. Oui. Donc, il y a ce que le droit dit. Ça dit que quelqu'un a construit sa maison normalement, on peut exproprier pour cause d'utilité publique. Oui. Mais pour ce qu'on nous a dit, les spécialistes des droits ont dit, c'est que pour exproprier quelqu'un, il faut d'abord le dédommager avant de casser sa maison. Et ça vous revient cher? Ça revient trop cher. Mais qu'en est-il du coût des vies humaines? Oui, bon, c'est tout ça qu'on essaie de peser. Donc, je veux dire, comme ça, c'était compliqué. Donc, il y a d'autres pistes, puisqu'il y a des nouvelles technologies. Maintenant, on peut faire des constructions, construire des ouvrages sans toucher les bâtis. Donc, ce sont ces pistes-là qui sont en train d'être étudiées pour être mises en œuvre pour régler le problème dans certaines zones. Nouvelle technologie, peut-être aussi nouveaux tarifs. Oui, bien sûr, mais je veux dire, on met tout dans la balance. Ça dit que le coût des indemnisations par rapport à la nouvelle technologie, et puis bon, on pèse et on choisit ce qui est plus avantageux. On entend. Je voudrais revenir sur la Sodexam avant d'écouter les populations dans un instant. Vous parlez de la précision de vos prévisions, peut-être à 24 ou à quelques heures. Est-ce que vous pouvez les localiser, c'est-à-dire nous dire dans tel quartier d'Abidjan, il va pleuvoir, à Cocody. Est-ce que ça peut aller aussi loin, cette prévision météorologique? Oui, ailleurs, ça se fait, mais aujourd'hui, à la Sodexam, nous sommes en train d'être dotés de matériel de dernière génération à travers le
projet Vigiclim, qui va faire en sorte qu'on puisse avoir un radar pluie, un radar Doppler, qui vont nous permettre d'affiner nos mailles de prévision. Aujourd'hui, on dispose de mailles qui prennent en compte la ville d'Abidjan et non les quartiers d'Abidjan. Donc, quand une prévision est faite sur Abidjan, ça intègre tous les quartiers. Donc, c'est pour cela que certains se plaignent et disent « Ah, ils ont prévu de la pluie, on n'en a pas reçu à Koumassi. » Oui. Mais en réalité, il y a de la pluie, mais qui est intégrée sur toute la surface d'Abidjan. Mais avec l'acquisition de ces nouveaux équipements, à la longue, on pourra affiner de plus en plus nos prévisions pour faire de la micro-prévision. D'accord. Donc, on pourrait dire tel quartier est épargné, tel quartier sera touché. D'accord. Alors, on va écouter un peu ce que pensent ces populations et quels sont finalement leurs débuts de solutions au micro de Sédou Ouattara. Je crois que la question de l'inondation concerne a priori les caniveaux, surtout dans le Grand Abidjan. Voilà, on voit qu'il y a les caniveaux qui constituent les canaux d'évacuation des eaux sont tout le temps soit occupés par des riverains, soit ils construisent carrément sur ces caniveaux-là, ou bien ces caniveaux, dans la plupart du temps, sont carrément bouchés. Il faut commencer par la sensibilisation d'abord. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait une inondation avant de sensibiliser. Il faut déjà montrer à la population quelle conduite à tenir quand il y a inondation. Les gens de mairie qui essayent de dégager les caniveaux parce que les caniveaux sont bouchés. Maintenant, essayer d'élargir les caniveaux aussi pour que l'eau passe normalement. À Abidjan, tout est goudronné. Même si tu verses un petit eau, ça devient beaucoup. Donc, si on dégage les caniveaux, que ça peut aller. C'est nous qui gâtons l'environnement. Actuellement, il pleut. Donc, quand on laisse les ordures par terre et puis ça va dans les caniveaux, tel qu'on le dit là, ça bouche les caniveaux. Alors qu'une fois les caniveaux sont bouchés, l'eau est obligée de prendre la route. Avec les véhicules qui viennent là, c'est obligé de les emporter. Les solutions, c'est quoi? Ne pas déjà habiter dans des coins à risque, suivre la météo. Souvent, les gens restent piégés dans un véhicule, ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc, il faut retirer le dossier et le truc métallique cassé, l'arrière de la vitre. Pour éviter les drames, les constructions sur les fossés, les constructions sur les fosses septiques. Dans notre quartier, là, à Yopougon, comme militaire, les gens ils ont bouché les trous, là, les caniveaux là, avec des cailloux. Ça fait que l'eau a inondé la route. Les gens ne peuvent plus s'asseoir, ne peuvent plus passer. On est obligé de passer dans l'eau stagnante pour partir à la maison. Mon conseil, c'est pour dire, si tu vois le temps, si ça ne t'arrange pas, tu gares la voiture, tu ne dors pas. Si c'est à la maison, tu ne dors pas. Il faut être éveillé. Surtout, il faut protéger les enfants, tout ça. Là. À cas de conduite, si c'est taxi, transport, tu gares. Puis tu attends, quand c'est fini, tu recommences. Alors, je vais vous faire réagir sur les propos qui ont été tenus lors de ce micro-trottoir. Déjà, dans les pistes de solutions, on va essayer de faire ensemble une cartographie de ces inondations. Alors, sur le plan météorologique, vous nous avez expliqué qu'on ne peut pas être aussi précis et déterminé par quartier. Mais est-ce que vous pouvez faire une cartographie, peut-être a posteriori, nous dire quelles sont les zones où il y a le plus plu à Abidjan? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible parce que tous les quartiers à Abidjan sont dotés de capteurs. Donc, après chaque pluie, et même c'est instantané, pendant qu'il pleut, on a des informations sur la pluviométrie de chaque quartier. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Mais je parle des prévisions. Tout à fait. Et la prévision, on ne peut pas, avec les matériels dont on dispose aujourd'hui, on ne peut pas cibler une prévision sur un quartier. Et quels sont les quartiers où la pluviométrie a été dite, comme on dit, exceptionnelle ou hors du commun? Il y a Yopougon. Voilà, j'ai les chiffres ici. Là. Yopougon, on a eu 214 mm. À la Riviera, je crois, 175 mm. À Bobo, aux alentours de 180 mm. Et c'est des zones naturelles de pluie. C'est des zones qui sont à côté de la forêt du Banco, qui est une zone qui draine quand même la pluviométrie à Abidjan. D'accord. Donc, des zones à risque. En tout cas, qu'on connaît une pluviométrie exceptionnelle ces derniers jours. Oui. Toujours dans cette cartographie, quelles sont les zones à risque en termes d'assainissement? Là où
on doit éviter d'habiter, ou de construire, ou de se loger. Alors, je crois que la pluie, comme on le dit toujours, c'est un phénomène qui arrive chaque année. Hein. Donc, normalement, chaque année, on sait quelles sont les zones qui ont été impactées. Et mais vous faites des travaux, vous nous dites aussi chaque année. Oui, donc, dans cette mise à jour, où en sommes-nous? Oui, mais les travaux, c'est une programmation. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2018, le gouvernement a adopté ce qu'on appelle le schéma directeur d'assainissement du district d'Abidjan. Donc, c'est un document de planification qui donne les orientations, les grandes orientations pour le développement de l'assainissement et du drainage jusqu'à l'horizon 2050. Donc, c'est-à-dire les investissements qui sont prévus là doivent être mis en œuvre progressivement jusqu'en 2050. Or, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les attentes sont énormes. Ça fait que tous les efforts qu'on fait, que l'État fait, on a l'impression que c'est une goutte d'eau dans la mer, donc ça fait qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. Donc, il y a des zones où... Mais concrètement, où on doit éviter, si ce n'est de se loger, d'y vivre, parce que actuellement, avec vos données, l'assainissement n'est pas, on va dire, de qualité. Oui, mais je dis que c'est pour Quelles sont ces zones? C'est pour ça que j'ai commencé par dire que, comme les inondations sont récurrentes, normalement, on sait les zones qui sont de façon récurrente. Mais rappelez-les-nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de Djurgobité. C'est une zone où on commence à avoir de plus en plus de requêtes. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est des quartiers qui existent depuis un moment. Hein, mais au fur et à mesure de l'urbanisation, de l'occupation des sols, les eaux de ruissellement augmentent parce que, comme l'a dit le colonel tout à l'heure, lorsqu'on a une parcelle et qu'on construit sur toute la surface, toutes les eaux de pluie qui tombent sur la parcelle ruissellent. Oui. Et donc, quand ça s'accumule, ça fait des dégâts. Donc, au fur et à mesure que les espaces sont occupés, que les sols sont imperméabilisés, les volumes d'eau de ruissellement augmentent et donc les inondations aussi augmentent. Donc, il y a des gens qui habitent dans des zones où ils disent « ça fait 10 ans on est ici, on n'a jamais été inondé, cette année on a été inondé ». Mais quand ça commence, l'accumulation, vous nous dites. Voilà. Alors, d'autres quartiers, peut-être à citer? Maintenant, au niveau de Bonoumé, oui. C'est-à-dire là-bas, on a un barrage, une digue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un barrage écrêteur. Mais en amont du barrage écrêteur, il y a une zone inondable. En fait, c'est une zone qui est prévue pour être inondable parce que pendant la pluie, comme le rôle du barrage, c'est de retenir les eaux, donc cette zone-là, il ne devrait avoir aucune construction dedans. Mais avec la cuvette est dimensionnée avec un volume. Mais avec les apports de déchets et de sable, ça réduit le volume, donc, de sorte que quand il pleut, comme la cuvette n'a pas toute sa capacité, le surplus va dans les maisons voisines. Donc, dans ces zones-là, on conseille que pendant la saison des pluies, si c'est possible, il faut quitter les lieux, quitte à revenir après. Maintenant, il y a les points où les ouvrages ont des problèmes. Soit par rapport à l'infestivisme ou bien parce que c'est peut-être défectueux. Parce que les dispositions, non, pas défectueux, les dispositions en amont ne sont pas complètement mises en œuvre, comme j'ai donné le cas du Dalo, de la traversée au niveau de 9 kilos. J'ai dit qu'il y a des ouvrages qui devraient être faits en amont qui ne sont pas tous faits. Donc ça fait que quand il pleut, on a un débordement à ce niveau. Ça se combine, c'est-à-dire l'insuffisance des ouvrages en amont se combine avec l'indiscipline. Parce que si non seulement l'ouvrage n'est pas suffisant, si ça vient avec des déchets encore, au niveau des traversées, ça crée des problèmes. On entend, mais vous ne parlez pas de tout ce qui est, on va dire, maintien de l'équipement. Parce que là, c'est plus de l'insuffisance, et c'est ni de l'incivisme. Est-ce qu'il y a une maintenance régulière? Ce que je disais, c'est que l'activité qui est vraiment phare dans la lutte contre les inondations, c'est l'entretien des ouvrages. Et j'ai dit que c'est une opération qui est faite en permanence sur toute l'année, mais qu'on accentue pendant la saison des pluies. Sinon, avant la saison des pluies, pendant le premier trimestre de chaque année, on a une opération qu'on appelle opération pré-saison des pluies, où on visite les ouvrages principaux pour les curer et leur donner leur capacité optimale pour gérer les pluies. C'est bien compris. Et vous, colonel des zones à risque, alors, au vu de votre expérience et de votre expertise, est-ce que vous déconseillez certains endroits? Bien sûr que les gens vont là où ils peuvent, selon leurs moyens, mais est-ce que vous avez des endroits que vous interdisez formellement? Les populations sont déjà installées. Oui. Voilà, donc nous, notre mission, c'est réduire la vulnérabilité en les sensibilisant sur le risque. Voilà, le risque d'effondrement, le risque de glissement de terrain. Comment se mettre à l'abri lorsqu'il pleut abondamment, lorsqu'il y a des épisodes orageux.
Voilà, les populations comprennent. Il y a certains qui comprennent, mais il y a des récalcitrants. Vous prenez la commune de Koumassi, on a fait beaucoup de sensibilisation à Koumassi. Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a plus de zones à risque à Koumassi, ainsi qu'à Port-Boué. Oui. Voilà, les populations ont compris voilà, l'utilité des canalisations qui sont construites. Oui. Voilà. Mais il y a des communes où les gens sont encore réticents. À Tekoubé, on a fait beaucoup de sensibilisation avec le maire de la commune, où il y avait des habitations au flanc de collines. En 2009, il y a eu une dizaine de décès. Oui. Donc, par mesure active, on a évacué les populations, les habitations qui étaient au flanc des collines pour réduire le risque d'effondrement lorsque les épisodes pluvieux arrivent. Alors, je vous avais conservé la parole pour nous donner quelques conseils pratiques. On a entendu dire que 2 individus sont décédés tentant de sauver une dame de la noyade. Qu'est-ce que vous nous préconisez? Est-ce qu'on doit intervenir ou pas? Bon, peut-être déjà, pour ceux qui savent nager plus que d'autres, est-ce que c'est un risque à prendre ou qu'est-ce que vous conseillez? Déjà, appeler les secours qui sont formés, les pompiers, le groupement des sapeurs-pompiers militaires pour Abidjan. Pour les villes à l'intérieur du pays, les centres de protection civile, on a des pompiers civils. Donc, pour un cas, il faut lui jeter une corde, un bois, parce que le débit est très important. Donc, vous-même, en voulant sauver une personne, vous allez être entraîné par les flots. Mais qu'est-ce qu'on fait de fameux adage non-assistance à personne en danger? Avec la vitesse d'écoulement de l'eau dans la canalisation, si vous jetez à l'eau, ça fait une victime en plus. Donc, il faut mieux éviter de prendre quelques risques. Si vous avez une corde, vous jetez la corde pour rattraper la personne. Mais il faut être à plusieurs pour la tenir, la corde, à mon avis, selon la force de chacun. Voilà, selon la force de chacun. Donc, vous nous dites, évitons de se jeter à l'eau pour sauver qui que ce soit. Surtout quand l'eau ruisselle. Oui. Quand l'eau ruisselle, elle a une vitesse et ça peut entraîner d'autres drames. D'accord. Avec vous, Sodexam, on a vu beaucoup d'éclairs, de tonnerre. Oui. Alors, est-ce que ça a une signification particulière? Est-ce que ça doit nous prévenir d'un risque particulier, d'une pluie abondante accrue? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. En météo, les phénomènes orageux sont toujours accompagnés d'éclairs, de tonnerre. C'est une décharge électrique qui annonce certainement l'arrivée d'une pluie, mais particulièrement, ça n'a pas de sens. Mais quand la pluie est intense, la décharge peut être également intense. Donc, il faut se mettre à l'abri parce que la décharge cherche toujours un sommet en fer pour se déverser. Donc, si vous allez vous abriter à côté d'un sommet en fer ou bien un arbre très élevé, vous avez de forts risques d'être électrocuté. Donc, on doit se mettre où à l'abri face au tonnerre? On va où? On se cache où? Trouvez un endroit, une maison, vous abritez dans. Mais il n'y a pas d'antenne, il y a des antennes paraboliques des fois sur les. Restez dans une maison, évitez d'être sous un arbre ou un poteau électrique. Voilà. Quand il y a le tonnerre. Oui, ça conduit l'électricité. Le dispositif électrique des maisons fait que quand la décharge arrive, l'électricité est captée et va dans le souterrain. C'est comme ça que les maisons sont conçues. Donc on se met à l'abri facilement dans les maisons. Mais je voudrais revenir sur un peu les dispositions à prendre. Il faut faire prévaloir l'instinct de survie. Dans le reportage, il y en a qui en ont parlé, mais ils ne savent peut-être pas que c'est l'instinct de survie. Quand il y a un danger, la première des solutions à prendre, c'est de quitter le lieu. C'est de se mettre à l'abri. Et c'est ce que les animaux font. Oui. Les animaux n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de sapeurs-pompiers. Donc quand le danger arrive là, ils quittent. Mais nous, on veut toujours agir d'intelligence. On va barricader là, alors quand ça va venir, ça va passer. Et très souvent, on est pris au piège. Donc, il faut faire appel non seulement au civisme, mais à l'instinct de survie. Quand il y a un danger qui arrive, quand la météo annonce que la situation ne sera pas bonne, il faut se mettre à l'abri. Il faut mettre à l'abri ses familles. Mais ça a été dit aussi dans le micro-trottoir, rester sur place, le lieu où on est. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont emportés. On nous parlait du Baka qui a été emporté dans les caniveaux. Là aussi, c'est-à-dire la violence de la pluie a pu soulever un véhicule. Lorsque il y a un épisode orageux et que la chaussée est inondée à plus de 20 cm d'eau, les véhicules n'ont plus d'adhérence. Ils vont commencer à flotter comme un bateau. Donc, le conducteur, il perd le contrôle du véhicule et
le véhicule entraîné dans une canalisation et c'est la noyade, c'est l'accident. Donc à moto, à pied, à vélo, évitez les voies inondées. Pour rester en vie, vous devez être dans un endroit qui est sec. Dès que vous avez les pieds dans l'eau ou la voiture dans l'eau, dites-vous que vous exposez votre vie. Voilà, il faut abandonner votre projet, vous avez un rendez-vous important, trouvez un endroit sec, quittez cette zone pour vous mettre à l'abri, pour éviter un accident. Et quand on est dans des appartements, des maisons, il faut monter à l'étage? Il faut aller aux étages supérieurs. Aux étages supérieurs. Ouais. Les gens, ils sont habitués, hein, lorsqu'on fait la sensibilisation. Ils savent que quand il pleut, on est dans la période de pluie abondante, ils vont occuper les étages supérieurs. Donc, dès qu'il y a la manifestation de l'épisode orageux, soit ils quittent cette zone, ou bien ils se mettent en hauteur pour éviter les Mais on ne prend pas la route. Vous conseillez de laisser son véhicule. C'est un bien matériel, c'est vrai, mais la vie n'a pas de prix. Un bien matériel, on peut le racheter. Même un véhicule qu'on pense puissant, un 4x4 de... Même un 4x4, il va flotter. C'est ce qui est arrivé au Ouaka. Oui. À 40-50 cm d'eau, avec la vitesse du ruissellement, le Ouaka est emporté. Vous perdez le contrôle et c'est le drame. Et qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui sont dans un véhicule, qui sont coincés? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On nous dit casser la vitre. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Non, c'est difficile de casser avec la pression de l'eau. Oui. Vous ne pouvez plus ouvrir les portières. C'est demander de secours. Voilà. Sinon, en général, avec les véhicules neufs, il y a des capteurs électroniques. Lorsqu'ils sont engorgés d'eau, les portières vont se bloquer, vous ne pouvez plus ouvrir. Ah. Voilà, vous êtes coincé. Donc, il faut éviter les voies qui sont inondées. D'accord. Perdre un rendez-vous, ce n'est pas grave. Il y a un adage qui dit « trop pressé arrive en retard ». Oui. Donc, ne pas confondre vitesse et précipitation. Sans mauvais jeu de mots avec la pluie. Et vous, par rapport au caniveau, Lonat, est-ce que vous pouvez préconiser aux gens dans un quartier qui sont conscients de leur mauvais agissement, ils décident, sous une forte pluie, d'aller vider, ou en tout cas désengorger ces caniveaux? C'est un conseil à donner ou pas, ou on ne doit pas le faire? Sous une forte pluie, il y a des gestes qu'il faut éviter parce que même nous-mêmes, nos interventions, on le dit toujours, hein, c'est-à-dire qu'on intervient avant et après la pluie. Pendant la pluie, on n'est pas compétent parce que, comme tout le monde le dit là, c'est risqué. Donc, il y a des petits gestes, par exemple, c'est-à-dire quand ça commence, c'est-à-dire il y a des endroits où on a le réseau enterré. Le réseau enterré, il capte les eaux par des points de captage qu'on appelle les avaloirs. Des fois, il suffit qu'un plastique vienne colmater, ça se bouche et puis ça ne prend plus l'eau. Donc, à ce niveau-là, avant que les niveaux d'eau ne soient alarmants, si vous constatez ça, il suffit juste de l'enlever et puis le problème est réglé. Mais sous une pluie torrentielle, on ne peut pas conseiller aux populations de s'hasarder à aller essayer de nettoyer des orages parce que c'est risqué. Ça va le mot de la fin, mais juste un mot, s'il vous plaît, conseiller technique de Sodexam. On va faire un point météo. Les jours à venir, orageux, pluvieux. Oui. Nous sommes en plein dans le mois de juin, qui est le mois de pluviométrie forte. Donc, les jours à venir, il y aura de la pluie. Exceptionnelle? Pas exceptionnelle. Les estimations par le bulletin vigilance, c'est autour de 50 mm, 70 mm. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est toujours bien de s'abriter, de prendre les dispositions pour éviter les désagréments. Ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci infiniment d'être venus en ce jour férié. Vous voyez, comme quoi, hein, on ne chôme pas en Côte d'Ivoire. Merci à vous de votre attention. Merci aux équipes techniques aussi présentes ce jour férié. Merci de nous avoir suivis. À la réalisation, Stéphane Conan. Restez fidèles à la première chaîne.